Ma fille de 8 ans a été confiée à une famille d'accueil par mes parents pendant qu'ils s'envolaient pour Hawaï avec les enfants de ma sœur. La note disait « Désolée, ma chérie, nous ne pouvions pas nous occuper d'elle. » Je n'ai pas crié. J'ai juste fait un rapport discret. Le lendemain matin, on a frappé violemment à la porte de l'hôtel. Je m'appelle Anna. J'ai 28 ans, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Jusqu'au mois dernier, je pensais venir d'une famille normale. Pas parfaite, pas du genre Hallmark, mais assez normale. Suffisamment proche pour que nous fassions les vacances ensemble, que nous nous emmenions les uns les autres à l'aéroport, que nous nous envoyions des mèmes stupides sur la caféine et l'âge adulte. Ma sœur et moi n'étions pas les meilleurs amis du monde. Mais nous échangions des cadeaux d'anniversaire et des ragots de famille. Mes parents étaient grands-parents. Ils aimaient leurs petits-enfants. Les 3 enfants de ma sœur en particulier. Mais ils étaient toujours là, toujours présents. Je n'ai jamais pensé que je devais m'inquiéter de leur manque de sécurité, jusqu'au jour où j'ai eu besoin qu'ils le soient. Tout a commencé par un rendez-vous chez le médecin que j'ai failli reporter. J'étais dans mon 3e trimestre et je ne me sentais pas bien, j'étais tendue, j'avais des vertiges, j'étais tout simplement fatiguée tout le temps. Mon gynécologue obstétricien m'a regardé, a regardé le moniteur et m'a dit « Je n'aime pas ça. Je veux que vous alliez à l'hôpital. » Tout de suite. Je me souviens avoir ri. Pas parce que c'était drôle, parce que j'avais peur, parce que j'avais des courriels à envoyer, parce que j'avais des courses à faire dans la voiture. Parce que mon mari était déployé à l'étranger et qu'il n'avait pas le temps de s'occuper d'une crise. Elle n'a pas ri. Si nous ne vous surveillons pas, vous risquez d'accoucher prématurément. Ils m'ont donc emmené dans une pièce et m'ont dit de ne pas bouger, de ne pas stresser, de ne penser à rien d'autre qu'à la sécurité de mon petit garçon. Je leur ai dit, d'accord. Bien sûr. Pas de stress. Sauf pour la partie où j'ai soudainement eu besoin de soins d'urgence pour ma fille de 8 ans. Elle s'appelle Ellie. C'est le genre d'enfant qui pleure quand les livres se terminent, qui organise ses crayons par couleur et qui chuchote qu'elle est désolée aux insectes sur lesquels elle marche accidentellement. C'est une enfant courageuse et discrète, sensible à tout point de vue. Et je ne pouvais absolument pas la confier à n'importe qui. Mais je n'avais personne. J'avais mes parents. Ils vivaient à 10 minutes d'ici. Ils gardaient déjà les 3 enfants de ma sœur cette semaine-là. Ellie adorait ses cousins. Elle a préparé elle-même son petit sac de voyage, y a glissé son chat en peluche préféré et m'a fait une carte de prompt rétablissement avec un pansement scintillant dessiné sur le devant. J'ai appelé ma mère depuis mon lit d'hôpital. Elle n'a pas hésité. Bien sûr que nous la prendrons, chérie. Concentre-toi sur ta santé. J'ai pleuré après avoir raccroché. De soulagement surtout. De la gratitude. Je leur faisais confiance. Avant d'être admise, je suis passée chez eux pour déposer Ellie. J'ai tendu ma carte de crédit à ma mère. Utilisez-la si elle a besoin de quoi que ce soit. Des courses. Des plats à emporter. N'importe quoi. Elle l'a balayé d'un revers de main. Ne sois pas bête. Elle s'en sortira. Les 2 premiers jours, je l'ai cru. Ellie m'a appelé chaque soir, m'a raconté leur petit déjeuner et comment grand-père les avait laissés regarder un film avant de se coucher. Elle m'a dit que je lui manquais, qu'elle avait donné ma carte au bébé pour qu'il se sente mieux lui aussi. J'ai promis que je rentrerais bientôt à la maison. Elle m'a cru. Puis vint le 3e jour. Pas d'appel, juste un texto de ma mère. Journée chargée. Elle se repose. Le 4e jour. Rien. 5e jour. Tout va bien. Pas de nouvelles. Repos. Pas d'Ellie. J'ai demandé à lui parler. Pas de réponse. J'ai envoyé des messages. Pas de réponse. À 6e jour, j'avais appelé tous les numéros de la maison, ma mère, mon père, ma sœur. J'ai laissé des messages vocaux, rien. Je me suis dit qu'ils étaient simplement occupés, que 4 enfants, c'était beaucoup, qu'elle était fatiguée, que j'exagérais. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je fixais le plafond, me demandant si ma fille dormait, si elle avait peur. Si elle se demandait pourquoi je n'avais pas appelé. Le 7e jour, le médecin a souri et a prononcé les mots que j'attendais, « Votre état est stable, vous pouvez rentrer chez vous ». Je ne suis pas rentrée chez moi, j'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents. L'allée était vide, pas de monospace,
pas de vélo sur la pelouse, la lumière du porche était éteinte, les fenêtres sombres. J'ai frappé, attendu, frappé encore. Je n'ai rien vu. C'est alors que je l'ai vu. Un morceau de papier collé sur la porte d'entrée, légèrement froissé, incliné, avec de l'encre décolorée sur les bords, comme s'il était là depuis longtemps. Et elle disait, « Désolée, ma chérie, les choses ont été trop mouvementées. Nous avons pris d'autres dispositions. Elle va bien. » Pas de signature, pas de numéro de téléphone, pas d'explication. Je suis restée là, à lire cette ligne encore et encore, comme si elle allait finir par se transformer en anglais. D'autres arrangements. J'ai appelé ma mère, qui est tombée directement sur la boîte vocale. Cette boîte vocale. Ma sœur? Rien. J'ai appelé encore et encore et encore. Rien. Je me souviens d'être remontée dans la voiture, avec le bruit de mon cœur dans les oreilles et le mot arrangement qui rebondissait sur mon crâne comme une boule de flippée. J'ai conduit jusqu'au bureau du CPS le plus proche et je suis entrée, portant encore des chaussettes d'hôpital. Je leur ai donné le nom de ma fille, mon nom. Et la femme derrière le bureau m'a demandé d'attendre. Puis elle est revenue et m'a demandé de venir avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ellie avait été déposée 4 jours plus tôt. Pas de contact d'urgence, pas de formulaire signé, pas d'explication, on l'avait juste laissée. Elle était maintenant dans une famille d'accueil. Ils ont dit qu'elle était en sécurité, qu'elle était calme, polie, un peu renfermée. J'ai acquiescé, comme si c'était censé me rassurer. Je crois que j'ai dit merci. Quand je l'ai enfin vue, elle s'est précipitée vers moi. Son visage s'est décomposé. Elle ne m'a pas demandé où j'étais. Elle n'a fait que répéter, « Je suis désolée. » J'ai été gentille. J'ai essayé d'être gentille. Ce soir-là, elle n'a pas voulu me lâcher la main. Pas quand nous sommes montés dans la voiture. Pas quand nous sommes rentrés à la maison. Pas même quand elle s'est endormie, blottie contre moi sous la couverture que son père lui avait offerte à Noël dernier. Je suis restée assise à l'écouter respirer, une main sur mon ventre, l'autre sur son dos, et je n'arrêtais pas de penser, je pensais que nous étions une famille normale, je pensais qu'il l'aimait. Je pensais qu'il l'aimait. Ellie est restée près de moi les premiers jours. Trop proche. Elle ne voulait pas me lâcher, pas une seconde. Elle m'a suivie dans la salle de bain, la buanderie, le porche d'entrée. Elle se tenait même à l'extérieur de la douche, me demandant à chaque minute, « As-tu bientôt fini ?» Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant de se blottir contre moi sur le canapé, serrant son chat en peluche comme un bouclier. Je l'ai laissé faire. Je n'ai pas posé de questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Et la nuit, elle se réveillait en pleurant. Pas de gros sanglots, mais des pleurs silencieux, de ceux qui s'imprègnent dans l'oreiller. Une nuit, j'ai murmuré, ce que j'ai dit, qu'il a fait. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, je nous ai fait des crêpes. Elle les a regardées, puis a chuchoté, « Grand-mère m'a dit de ne pas être difficile. » Mes mains ont commencé à trembler. J'essayais tant bien que mal de rester calme, de faire en sorte que tout soit doux et régulier, mais j'étais en train de m'effondrer, complètement, silencieusement. Je n'avais toujours pas entendu un mot de mes parents, de ma sœur, pas de contrôle, pas d'explication, pas d'excuse, juste ce mot sur la porte et un téléphone silencieux. Le 3e jour après avoir ramené Ellie à la maison, j'ai craqué. J'ai commencé à creuser. J'ai creusé. J'ai commencé par l'application de ma banque. Je ne l'avais pas consultée depuis l'hôpital. Je l'ai ouverte, m'attendant peut-être à une dépense d'épicerie, d'essence, à une course à la cible. Ce que j'ai vu à la place, ce sont des dépenses consécutives d'un centre de villégiature. Un billet d'avion, une voiture de location, un séjour de 4 nuits, un service de spa, plusieurs factures de service en chambre, une excursion en bateau. Tout cela à Hawaï. J'ai regardé l'écran, défilant, le pouce figé. Ils avaient utilisé ma carte de crédit, celle que je leur avais donnée pour Ellie, celle que je leur avais tendue comme une idiote. En pensant qu'ils la dépenseraient en briques de jus de fruits et en beurre de cacahuètes. Je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que quelqu'un l'a volé. Peut-être qu'il a été piraté. Peut-être. Et c'est là que j'ai ouvert Instagram. Je ne sais même pas ce que je cherchais. J'ai cliqué sur le profil de ma sœur. Il y avait une story Iglite intitulée « Alaya », des palmiers, des cocktails, une photo de groupe, mes parents, ma sœur,
son mari, ses 3 enfants souriant dans des feuilles avec l'océan derrière eux. Légende, vacances en famille avant la rentrée scolaire. La famille. Par un mot sur Ellie. Pas la moindre idée qu'elle ait jamais existé. Ils ont laissé ma fille dans une famille d'accueil et ont traversé l'océan avec les enfants de ma sœur, puis ont eu l'audace d'appeler ça un voyage en famille. J'ai senti quelque chose craquer, froid, net, comme une corde qui se rompt. J'ai d'abord appelé ma mère, sans réponse, puis mon père, puis ma sœur. J'ai essayé encore et encore. Finalement, c'est ma sœur qui a décroché. Je n'ai même pas attendu le bonjour. Où est maman? Oh, elle est au bord de la piscine. Pourquoi? Vous avez laissé Ellie dans une famille d'accueil et vous êtes parti à Hawaï. Longue pause, puis, nous ne l'avons pas laissée dans une famille d'accueil. Nous ne pouvions pas nous occuper d'elle, d'accord? Tu étais à l'hôpital. Nous avions prévu ce voyage. Ce n'était pas idéal. Je n'arrivais plus à respirer. Tu l'as abandonnée. Elle va bien. Tu as craqué. Tu exagères les choses. Où est ma fille? Sur vos photos? Dans ton article sur les vacances en famille? Où est Ellie? Ce n'est pas ma fille, Anna. Je me suis tue. Cela m'a fait plus mal que je ne le pensais. Elle a continué. Tu dramatises. Maman était débordée. Les enfants étaient déjà emballés. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Tout annuler? Oui, virgule. Ai-je dit? Oui. C'est exactement ce que vous deviez faire. Ce n'est pas un bébé, elle a 8 ans. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. Ma mère. J'ai décroché. Sa voix était enjouée. Chérie, j'allais t'appeler. Quand? Ma voix tremblait. Quand avais-tu l'intention de me dire que tu avais laissé mon enfant à la garde d'étrangers et que tu t'étais envolé pour une station balnéaire de luxe avec mon argent? Elle s'est tue. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Nous étions dépassés. Ellie n'est pas facile. Pas facile? Ma voix s'est brisée. Elle vous a fait des cartes. Elle a fait son propre sac. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a pleuré tout le temps. Elle ne voulait pas manger. Elle te demandait sans arrêt. Je n'ai pas pu le supporter. C'est une enfant, et j'étais à l'hôpital. La voix de ma mère est devenue froide. Eh bien? Ne tombe pas à nouveau enceinte si tu ne peux pas le supporter. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Ce genre de rire amer et essoufflé qui sort quand rien d'autre n'est possible. J'ai dit, j'ai fini, point. Ne sois pas dramatique. Laisse tomber. Tu as déjà fait ton choix, Anna. J'ai raccroché. Ellie était dans l'escalier. Je n'avais pas réalisé qu'elle écoutait. Elle m'a regardé et m'a dit, grand-mère est fâchée. Je me suis approchée d'elle et je me suis agenouillée. Non, grand-mère n'est pas fâchée, mais moi je le suis, et ce n'est pas grave. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a demandé, est-ce qu'on va aussi à Hawaï? J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai senti ma gorge se serrer. Nous faisons quelque chose de mieux. Le soir où j'ai déposé le rapport de police, je n'en ai parlé à personne. Pas même à mon mari. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un réflexe. J'ai utilisé ma carte de crédit pour me rendre à Hawaï alors que ma fille était placée dans une famille d'accueil. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, j'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout noté. Les dates, les captures d'écran, les frais, la note sur la porte. J'ai soumis le dossier en ligne et je suis allée me coucher, la main de ma fille serrée contre la mienne. Le lendemain, tout a explosé. Tout a commencé par un message vocal de ma sœur, pas de message d'accueil, juste, tu as perdu la tête? Tu as appelé les flics contre maman et papa pendant qu'ils étaient en vacances? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ils sont humiliés. C'est alors qu'est arrivé le message de ma mère. La police est venue dans notre chambre d'hôtel. Notre chambre. Anna. Nous avons dû nous expliquer comme des criminels. J'espère que tu es satisfaite. J'ai regardé l'écran. J'ai imaginé le coup à la porte. La surprise.
La panique. La façon dont ils se sont probablement regardés. Toujours vêtus de leur costume. Tenant des cocktails. Faisant comme si de rien n'était. Et pour une fois, je ne me sentais pas coupable, même pas un peu. Ce soir-là, j'ai ouvert Instagram et j'ai consulté le profil de ma sœur. Elle avait supprimé les moments forts d'Hawaï, mais à la place, elle avait posté un long paragraphe flou sur fond noir. Parfois, les gens ruinent votre paix juste pour vous punir de leur avoir dit non. Parfois, ils appellent la police et instrumentalisent votre douleur, mais la vérité finit toujours par éclater. 38 likes. 2 commentaires. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai classé dans le dossier que je construisais tranquillement. Ils sont venus à ma porte le lendemain matin. Je les ai vus par la fenêtre, ma mère, mon père et ma sœur, tous debout sous le porche, comme dans un portrait de famille déformé. Ma mère tenait un sac d'épicerie réutilisable. Ma sœur était déjà en colère. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Anna, a dit ma mère, il faut qu'on parle. Tu as eu ta chance. Tu nous as humiliés. J'ai croisé les bras. Tu as quitté Ellie. Ma sœur l'a interrompu. Nous ne l'avons pas abandonnée. Nous avons pris une décision. Ce n'était pas facile. Vous êtes allé dans une station balnéaire. J'ai dit catégoriquement, sur mes deniers, vous avez confié ma fille à des étrangers. Puis vous avez commandé le service d'étage. La voix de mon père était serrée. Nous pensions qu'elle irait bien. Elle ne l'était pas. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Elle pleurait tous les soirs, et aucun d'entre vous ne s'en souciait. Ma mère s'est avancée. On s'en soucie. Bien sûr qu'on s'en soucie. C'est juste que, elle n'est pas facile, Anna. Tu le sais. Je me suis figée. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est difficile. Elle se sent dépassée. Elle pleure pour tout. Elle ne s'adaptait pas. Nous avons pensé que ce serait mieux pour tout le monde. J'ai ri. Vous pensiez que le placement en famille d'accueil était mieux? Elle avait besoin d'une structure, a dit ma mère. J'ai fait un pas de plus. Elle avait besoin d'amour, pas d'une punition. La porte derrière moi s'est ouverte. Ellie se tenait là, serrant son chat en peluche, les regardant droit dans les yeux. Ma sœur souriait comme si elle était sur une scène. Et, ma chérie. Ellie n'a pas bougé. N'a pas parlé. Ma mère a adouci sa voix. Nous avons apporté tes affaires. Ton livre, ta brosse. Ellie a dit, pourquoi n'es-tu pas revenu? Le silence qui a suivi ressemblait à une pesanteur. Ma mère a cligné des yeux. Nous avons pensé que c'était mieux. Ellie m'a regardé. Ils peuvent y aller? Je me suis tournée vers elle. Vous l'avez entendu? Vous êtes sérieusement en train de faire ça? Ma sœur a dit, vous vous séparez de toute votre famille? Je protège ma fille. De quoi? De l'amour? Elle a craqué. Des gens qui ont toujours été là. Je l'ai regardé fixement. Tu n'étais pas là. J'ai ouvert la porte et je suis retournée à l'intérieur. Puis je l'ai refermée. Cet après-midi-là, ils sont devenus nucléaires. Un chèque de $1000 est arrivé dans ma boîte aux lettres. Pas de mots. Le chèque. Ligne mémo pour Ellie avec amour. J'ai écrit void au recto et je l'ai collé sur le couvercle de la poubelle. Ma mère m'a envoyé un texto. Les hormones de grossesse rendent les gens irrationnels. Tu dois te calmer. Je l'ai bloqué. Cette nuit-là, alors qu'Ellie dormait, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Mademoiselle Porter, c'est Nathalie des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un rapport anonyme exprimant des inquiétudes au sujet de votre environnement familial. J'ai eu mal au ventre. Ils affirment que vous êtes émotionnellement instable, que vous isolez votre fille et que vous vous vengez de votre famille. Ils vous décrivent comme vindicative et erratique. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je suis restée calme, j'ai répondu à ses questions, je lui ai donné des références, des documents médicaux, et même le contact du conseiller scolaire d'Ellie. J'ai dit la vérité, chaque mot. Elle m'a dit. Merci. J'y reviendrai bientôt. Je suis restée assise en silence pendant un long moment.
Puis j'ai rouvert le dossier. Il était de plus en plus épais. Plus de captures d'écran. Plus de notes. Plus de preuves. Ils pensaient que j'allais craquer, mais ils avaient oublié que cette fois-ci, je n'étais pas seul. Le lendemain soir, je nettoyais le dîner quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ellie s'est précipitée dans le couloir. Je l'ai suivie, fatiguée, m'attendant à un courant d'air ou au livreur. Au lieu de cela, j'ai vu mon mari. Et elle était à la maison. Il a laissé tomber son sac de sport et a attrapé Ellie qui sautait dans ses bras. Tout son corps se détendit pour la première fois depuis des semaines. Et si je... Il m'a regardé et a dit, je ne reviens pas en arrière. Nous trouverons une solution. Et juste comme ça, j'ai su que nous allions nous en sortir tous les trois. Mais les gens qui se trouvaient devant notre porte n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Pendant quelques jours, tout est resté calme. Après la visite du CPS, les messages vocaux de colère et les crises sur les réseaux sociaux, mes parents ont sombré dans l'obscurité. Pas d'appel. Pas de texto. Pas de visite surprise. J'ai commencé à penser qu'ils en avaient finalement terminé. Mais les manipulateurs ne disparaissent pas. Ils attendent, se regroupent et reviennent avec le sourire. Tout a commencé par une enveloppe, sans adresse de retour, juste mon nom et l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte. Parlons-en. Ne laissez pas cela déchirer notre famille. Il y avait aussi une photo, Ellie, âgée de 4 ans peut-être, assise sur les épaules de mon père. C'est moi qui l'avais prise. C'était l'un de ses jours préférés, avant qu'elle ne sache à quoi ressemblait la trahison. J'ai jeté la carte. Mais j'ai gardé la photo, pas pour eux, pour elle. Ce soir-là, ma sœur m'a envoyé un texto, tu t'es fait comprendre. Maintenant, défais-le. Il se casse. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, mes parents ont envoyé une composition florale à l'école d'Ellie. Des roses roses avec un mot. De la part de grand-mère et grand-père, nous t'aimons et nous sommes désolés. Son professeur m'a appelé, inquiet, dois-je les renvoyer? Non, lui ai-je répondu, jetez-les. Ce soir-là, Ellie m'a demandé, c'est grand-mère qui me les a apportés? J'ai acquiescé. Elle m'a dit, dois-je te remercier? Non, bébé, ai-je dit. Pas cette fois. C'est alors qu'arrivent les voisins. Madame Kaplan, de l'autre côté de la rue, m'a arrêté pendant que je chargeais les courses. Elle m'a fait un sourire crispé et m'a dit, vous savez, il est parfois bon de pardonner. Je l'ai regardée en clignant des yeux. Excusez-moi. Ta mère est passée. Elle m'a dit que tu traversais une période difficile. Que tu n'avais peut-être pas les idées claires. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. A-t-elle mentionné le fait qu'elle a laissé ma fille dans une famille d'accueil? Le sourire de Madame Kaplan affaiblit. Eh bien, non, mais elle a dit que ce n'était pas aussi grave que ça en a l'air. Bien sûr qu'elle l'a fait. Après cela, les messages sont devenus de plus en plus frénétiques. Vous êtes en train de ruiner cette famille. Ellie a besoin de ses grands-parents. Pensez à l'effet que cela aura sur elle à long terme. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Tu réagis toujours de manière excessive. Puis vint le classique, tu comprendras quand tu seras plus âgé. Je suis plus âgé. Je suis plus âgé que je n'ai jamais voulu l'être. Puis ma mère s'est présentée à mon travail. Je l'ai vue par la fenêtre du bureau principal, debout avec une boîte de pain aux bananes. Comme s'il s'agissait d'une sorte d'épisode de retrouvailles. Je ne suis pas sortie. J'ai demandé à la réceptionniste de lui dire que je n'étais pas disponible. C'est tout ce que j'ai fait. Mais ce soir-là, Ellie est rentrée à la maison avec un mot dans son sac à dos. Pas de nom. Pas d'écriture que je reconnaisse. Juste une note autocollante glissée entre ses cahiers. Ne blâme pas ta mère. Elle ne veut pas nous tenir à l'écart. Ellie me l'a tendu, les yeux écarquillés. C'est de la part de grand-mère? Je n'ai pas menti. Elle n'a rien dit après cela. Elle est allée tranquillement dans sa chambre et a fermé la porte. Je suis restée assise à la table de la cuisine pendant 20 minutes avant que mes mains ne cessent de trembler. Ensuite, j'ai changé tous les mots de passe de son école et j'ai appelé le directeur. Il n'a même pas hésité. Nous allons mettre à jour son dossier. Aucun contact. Pas même un signe de la main. Le lendemain matin,
Je me suis réveillée et j'ai trouvé du sucre versé sur mon porche. Pas un peu. Une montagne. Des fourmis grimpaient les marches, envahissaient le paillasson. Collé à la porte, il y avait une page déchirée d'un vieux dessin d'Élie. Un seul mot y était griffonné au marqueur rouge. Menteur. Je ne l'ai pas signalé. Je l'ai juste nettoyé et j'ai gardé la page. Mon mari m'a fait asseoir ce soir-là. Il était resté silencieux pendant des jours, me laissant prendre les devants, me laissant décider jusqu'où aller. Mais maintenant, il m'a regardé et m'a dit, nous devons aller jusqu'au bout. J'ai acquiescé. Le lendemain, nous avons élaboré un plan. Nous avons trouvé un nouvel endroit. Une petite ville. Un nouveau départ. Nous n'avons dit à personne où nous allions. Nous avons fait nos valises en silence pendant qu'Élie jouait dans le salon en fredonnant pour elle-même. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était une petite enveloppe blanche collée sur la porte d'entrée. À l'intérieur, une copie de la note qu'ils avaient laissée lorsqu'ils l'avaient abandonnée. J'ai écrit 3 mots en dessous. Maintenant vous comprenez. Nous sommes partis au lever du soleil. Élie s'est endormie sur la banquette arrière, son chat dans les bras, la photo du frigo glissée dans son sac à dos. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Mais avant de franchir la frontière du comté, je me suis arrêtée à une station-service, j'ai ouvert mon téléphone et je me suis connectée au système de signalement en ligne de la police. J'ai téléchargé la note qu'ils avaient laissée. Les captures d'écran, les relevés bancaires. Je n'ai pas ajouté de commentaires, juste des faits. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton envoyer, j'ai senti mes mains cesser de trembler, pour la première fois depuis des semaines. Avance rapide de 10 mois. Ils ont été inculpés de mise en danger d'enfants et de fraude. Pas de prison, mais des amendes, un casier judiciaire et une décision de justice. Aucun contact avec Élie. Jamais. Nous avons déménagé. Une ville tranquille. Petite maison. Un citronnier dans la cour. Le bébé est arrivé tôt. En bonne santé. Bruyant. Parfait. Élie l'appelle Captain Yon. Elle lui fait la lecture tous les soirs. Mon mari travaille maintenant à la maison. Il prépare le petit déjeuner, chante des berceuses, laisse des mots d'amour dans ma tasse de café. Elle va bien maintenant. Vraiment bien. Et la semaine dernière? Elle a collé un dessin sur le réfrigérateur. Nous nous tenons tous les 4 sous un grand soleil jaune. Elle l'a intitulé « Notre vraie famille ». Parfois, lorsqu'elle pense que nous ne l'écoutons pas, elle regarde son petit frère et lui murmure « Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Penses-tu que j'ai fait ce qu'il fallait ou que je suis allé trop loin ? Faites-moi part de vos réactions dans les commentaires et abonnez-vous pour en savoir plus.